Depuis quelques temps, j'observe que la vision de la prostitution évolue. D'ailleurs, étant donné que le mot prostitution est mal connoté, on utilise désormais le terme TDS. C'est un terme bien plus inclusif qui veut dire travailleur du sexe, et ça regroupe pas seulement les prostituées, mais tous les travails liés autour du sexe. Camgirl, massage érotique, acteur porno, etc., etc. Ce terme, il englobe plusieurs métiers différents, mais il souligne surtout une volonté d'atteindre deux choses: la protection sociale et le droit du travail. Car en France, la législation pour ce genre de métier, ça reste encore flou, très flou. Par contre, en Espagne, ce n'est absolument pas le cas. Et justement, aujourd'hui, je voulais enquêter sur ça, et plus précisément sur le côté business de la chose. Amigos, moi c'est Doriano de la chaîne La Banane. Je suis le meilleur prof d'histoire hispanique du monde et de l'univers. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à un gros poisson, le business de la prostitution en Espagne. Et croyez-moi, ça dépasse votre entendement. Combien ça gagne, combien ça rapporte, combien ça coûte à l'État, car oui, l'État espagnol est impliqué directement et indirectement là-dedans. Je vais répondre à toutes ces questions, mais avant toute chose, abonne-toi à ma chaîne, ça prend même pas une seule seconde. Et moi, ça m'encourage à faire ce genre de petites vidéos. Une vidéo qui fait plaisir, qui prend aussi un peu de temps. Enfin bref, reprenons. Du coup, avant d'arriver à en comprendre le business de l'intérieur, on va s'intéresser de plus près à l'histoire de ce métier. La prostitution est souvent qualifiée de plus vieux métier du monde. Si cette expression est surtout symbolique, elle traduit une réalité historique. Des formes d'échange sexuels contre des rémunérations existent depuis des millénaires. Dès l'Antiquité, en Mésopotamie, en Grèce ou encore dans la Rome antique, ces pratiques étaient déjà présentes, parfois tolérées, parfois encadrées, et dans certains cas intégrées à des rituels religieux ou à la vie sociale. Avec le temps, la prostitution s'est progressivement détachée de ces cadres religieux ou symboliques pour devenir une activité davantage liée aux dynamiques économiques. Dans les grandes villes médiévales et modernes, elle s'inscrit dans un système urbain en expansion, souvent toléré mais encadré par les autorités. Certaines périodes ont même vu la mise en place de réglementations strictes, notamment avec l'apparition de maisons closes ou de quartiers dédiés. Ça révèle plutôt une volonté de contrôler plutôt que d'interdire. Aujourd'hui, la légalisation de la prostitution, elle dépend de chaque pays. Et en Espagne, par exemple, elle a toujours été autorisée. Et ce, depuis longtemps, et même depuis le Moyen-Âge. Car à partir du Moyen-Âge, la prostitution en Espagne n'est pas un phénomène marginal ou totalement interdit. Dans de nombreuses villes dans les royaumes de la couronne de Castille et de la couronne d'Aragon, les autorités choisissent plutôt une logique de contrôle que de suppression. Des espaces spécifiques, souvent appelés mancebillas, sont créés pour regrouper et encadrer l'activité, afin de limiter sa présence dans les espaces publics et d'éviter les désordres sociaux. Durant cette période, la prostitution est pensée comme un mal nécessaire. L'Église la condamne moralement, mais les autorités civiles la tolèrent et l'organisent dans une logique très pragmatique. Éviter les violences sexuelles, l'adultère et le désordre public. Et cette approche paradoxale, elle conduit à une réglementation assez stricte. Il y a donc des zones dédiées, des règles de fonctionnement et un contrôle exercé par les pouvoirs locaux. Entre le XIVe et le XVIe siècle, ce système se structure davantage. De nombreuses villes espagnoles mettent en place des bordels municipaux officiellement encadrés. Les autorités surveillent les lieux, imposent des règles de vie et organisent la prostitution dans des espaces fermés. Et très souvent, tout ça se passe en périphérie des villes, car l'objectif reste le même, canaliser plutôt que d'interdire. Avec l'époque moderne, cette logique évolue progressivement. À certaines périodes, notamment sous l'influence religieuse et morale plus forte, la prostitution est davantage réprimée ou interdite. Le cas le plus marquant intervient sous la dictature de Francisco Franco. À ce moment-là de l'histoire, la prostitution, elle est totalement interdite, donc à partir de 1956, et ça s'inscrit dans une volonté de la moralisation de la société. Cependant, comme souvent dans ce type de situation, l'activité ne disparaît pas. Elle devient tout simplement plus clandestine et moins encadrée. Après la mort de Franco en 1975, l'Espagne est en pleine transition démocratique. Et à ce moment-là, le pays il adopte une position particulière qui existe encore aujourd'hui. La prostitution n'est pas illégale en soi, mais elle n'est pas non plus totalement encadrée comme un métier classique. Se prostituer est légal, par contre le proxénétisme lui est totalement interdit. Ça, malheureusement, ça crée une zone grise juridique. Résultat, ça devient une activité très présente, mais difficile à réguler de manière uniforme sur tout le territoire. Bon, maintenant qu'on est un peu plus érudit sur la question de l'histoire, on va un peu plus se pencher maintenant sur l'aspect business. Quand on parle de prostitution en Espagne, il ne s'agit pas uniquement des personnes qui exercent directement l'activité. En réalité, dès qu'un système devient massif et structuré, il crée tout un ensemble de métiers périphériques. Alors, ils sont plus ou moins visibles, certes, mais ils participent tout de même à son fonctionnement économique. Même dans un cadre légal ou toléré, la prostitution s'inscrit dans une véritable logique de chaîne de valeur. Et ce principe-là, c'est le même pour chaque business. Une idée entrepreneuriale arrive, elle fonctionne, ça crée des métiers. Et la prostitution
elle ne déroge pas à la règle. Le premier niveau est évidemment celui des prostituées elle-même, tout simplement parce qu'elle constitue le cœur de l'activité. Mais tout autour d'elle gravite un écosystème de lieux et de structures, comme les clubs privés, les bars spécialisés ou encore certains établissements dits d'hébergement où l'activité est organisée de manière plus ou moins encadrée. Ces lieux fonctionnent un peu comme des points d'ancrage économique, et ça génère des revenus via les consommations, les loyers ou même les commissions. À cela s'ajoutent des métiers liés à l'exploitation et à l'organisation du travail du site. On retrouve par exemple des personnes chargées de la gestion des établissements, de la sécurité, de l'accueil des clients ou encore de la coordination des prestations. Dans certains cas, ces rôles peuvent être totalement légaux, mais ils deviennent problématiques lorsqu'ils impliquent une certaine forme d'exploitation, notamment dans le cas du proxénétisme. Enfin, il existe tout un ensemble de métiers indirects qui profitent à cette économie. Chauffeurs, VTC, immobilier, services annexes, voire marketing et plateformes en ligne. L'essor d'Internet a d'ailleurs renforcé cette diversification avec des sites, des agences de mise en relation et des créateurs de contenu pour adultes. On se retrouve du coup face à une économie diffuse, où le business du sexe dépasse largement les seuls acteurs visibles. Donc vous l'avez vu, cette activité génère énormément en termes de métiers. Mais maintenant, penchons-nous sur ce que rapporte en euros le business de la prostitution. Mais avant de vous balancer tous les chiffres exacts, n'hésitez pas à vous abonner. Bon, c'est bon, j'arrête de vous embêter. Les revenus dans le secteur du travail du sexe en Espagne varient fortement selon les conditions de travail, la localisation et le cadre. En gros, selon si la prostituée appartient à un club ou est indépendante. Certaines estimations montrent que les clients dépensent en moyenne autour de 100 à 150 euros par session dans une grande ville espagnole. Et ça déjà, ça donne une petite idée de la rentabilité d'une seule prestation. Du coup, à l'échelle individuelle, les revenus peuvent donc sembler élevés, mais ils sont très variables et dépendent fortement du nombre de clients et des prestations données. J'ai moi-même fait mes recherches juste pour la vidéo, je vous vois venir. Et on peut trouver des prestations entre 30 et une centaine d'euros. Mais encore une fois, ça dépend si la TDS est seule ou elle appartient à un club, etc., etc. Et donc du coup, avec ce que je vous ai dit, les revenus peuvent être vraiment variables. Certaines analyses estiment qu'une TDS peut gagner en moyenne entre 1000 et 3000 euros par mois, tandis que des profils très actifs, positionnés sur des segments plus haut de gamme, peuvent atteindre entre 4000 et 6000 euros mensuels ou plus, notamment en travaillant en indépendant ou en travaillant pour des grosses agences. Par contre, et je me dois de clarifier par rapport aux chiffres, alors, il faut savoir que ça reste des estimations du marché et non des statistiques officielles, parce que je le rappelle, en Espagne, la prostitution n'est pas légal. Car en l'absence de cadre légal, eh bien ça empêche toute mesure précise. Ça c'était à une échelle individuelle. Mais à l'échelle de l'industrie, le poids économique devient bien plus important. Selon plusieurs estimations reprises par des études et des institutions économiques, le marché de la prostitution en Espagne représenterait plusieurs milliards d'euros par an. L'INE a notamment estimé que l'économie liée à la prostitution pourrait représenter environ 0,35% du PIB espagnol, soit plusieurs milliards d'euros intégrés dans les calculs des activités dites non déclarées. D'autres analyses économiques et rapports spécialisés avancent des chiffres encore plus élevés, estimant que le secteur pourrait générer entre 12 et 18 milliards d'euros par an en Espagne, ce qui placerait le pays parmi les plus gros du marché de la prostitution en Europe. Cette masse financière s'explique par la combinaison d'un nombre important de clients, d'une forte présence de clubs privés et d'une activité très concentrée dans certaines zones touristiques et frontalières. En Espagne, les clubs de prostitution fonctionnent souvent sur un modèle hybride, donc difficile à mesurer précisément, car l'activité, je le rappelle, est située dans une zone grise juridique. Dans les établissements les plus connus, notamment dans les zones comme la Jonquera, les revenus reposent sur une combinaison de consommation, de location de chambres et de commissions indirectes liées aux prestations. Certaines enquêtes montrent que les clubs de grande taille peuvent générer plusieurs milliers d'euros par jour, avec des estimations allant de 10 000 jusqu'à 12 000 euros pour les journées les plus fréquentées. Donc pour certains clubs, c'est peut-être pas forcément le cas, mais par exemple pour le club Le Paradise, qui est considéré comme l'un des plus grands d'Europe, et bah ça peut être le cas. Bon, ces chiffres, ça reste des ordres de grandeur, car il n'existe pas de comptabilité officielle du secteur. Les structures sont souvent déclarées comme des bars, hôtels ou lieux de divertissement, ce qui rend difficile toute estimation précise des bénéfices réels. Les autorités soulignent d'ailleurs que cette organisation permet une forte rentabilité tout en maintenant une distance juridique avec la prostitution elle-même, car la prostitution n'est pas reconnue comme une activité officielle en Espagne. Bon, ce que je viens de vous dire, c'est un peu la face émergée de l'iceberg, car derrière ce business juteux se cache une face bien plus sombre. Le recrutement dans le milieu de la prostitution
en Espagne ne repose pas uniquement sur des démarches visibles ou structurées. Si tu veux, on dépose pas un CV, une lettre de motivation. Dans certains cas, notamment dans les zones les plus organisées ou les clubs privés, il peut passer par des annonces en ligne ou des intermédiaires qui proposent des opportunités dans des établissements. Ces annonces mettent souvent en avant des revenus élevés, une flexibilité des horaires ou des conditions de travail présentées comme encadrées. Et ça, malheureusement, ça peut attirer des personnes qui sont dans le cas de précarité économique. Le recrutement peut aussi se passer dans des conditions un peu plus opaques. Des organisations criminelles peuvent exploiter la vulnérabilité de certaines personnes, en particulier celles qui ont peu de ressources ou qui se trouvent en situation administrative instable. Dans ce cas-là, le processus ne ressemble plus du tout à un choix individuel, mais à une forme d'emprise progressive où la promesse de travail peut évoluer vers une situation de dépendance. Les autorités soulignent que la frontière entre choix et contrainte peut être difficile à établir dans certains contextes. Le Conseil de l'Europe et des ONG spécialisées dans la lutte contre les traites des êtres humains rappellent que le recrutement peut parfois s'appuyer sur des mécanismes de manipulation. Et ça, malheureusement, ça rend la sortie de ce système quasi impossible. Dans les zones frontalières comme la Catalogne, notamment autour de la Jonquera, les enquêtes journalistiques ont également documenté l'existence de réseaux organisés autour des clubs et des établissements. Là-bas, les flux de personnes et les conditions de travail, eh bien, elles sont contrôlées étroitement par des intermédiaires. Et d'ailleurs, j'ai bien fait de parler de la Jonquera, car ça, c'est bien un cas à part. Située à la frontière franco-espagnole entre Perpignan et Figueres, la Jonquera est un petit territoire stratégique qui a vu se développer un écosystème très particulier autour du tourisme de la prostitution. Et cette accessibilité a favorisé l'installation de nombreux établissements orientés vers une clientèle transfrontalière. Et donc du coup qui est encadrée par une offre visible et moins encadrée qu'en France ou dans les autres pays d'Europe. Au fil du temps, la Jonquera est devenue un point de concentration du tourisme sexuel en Europe, avec une présence importante de clubs et de grands établissements qui fonctionnent sur un modèle économique hybride. Par exemple les bars, les hébergements, les services, les clubs, etc. etc. Et cette dynamique a contribué à transformer la zone en un espace où le business du sexe est totalement toléré. Des enquêtes et des documentaires ont régulièrement mis en avant l'ampleur de cette économie locale, en soulignant que certains établissements peuvent fonctionner comme de véritables complexes, du coup qui regroupent plusieurs dizaines de personnes différentes et qui génèrent des flux financiers importants. La Jonquera est ainsi souvent citée comme un exemple emblématique de la manière dont la proximité géographique, la réglementation différente entre pays et la demande touristique peuvent créer un marché très spécifique. Donc c'est super difficile à réguler, très dépendant des flux transfrontaliers. Bon, si vous pensez qu'on a touché le côté sordide de la prostitution, dites-vous que c'est loin d'être fini. Parce que derrière le business, les chiffres et les lieux comme la Jonquera, il y a une question qu'on évite souvent de se poser. Quel est le vrai prix de ce système ? Derrière les aspects économiques et organisationnels du travail du sexe, il existe une réalité beaucoup moins visible, l'impact sur la santé physique et mentale. Sur le plan physique, les risques peuvent être liés à l'exposition aux affections sexuellement transmissibles, mais aussi à la fatigue, à la répétition des actes et dans certains contextes, à des conditions de travail éprouvantes. Ces éléments, ils varient en fonction des cadres des exercices, mais il reste une préoccupation régulièrement évoquée dans les études de santé publique. Sur le plan psychologique, plusieurs travaux mettent en avant des effets possibles comme le stress chronique, l'anxiété ou encore des formes de dissociation émotionnelle. Dans certains cas, cette dissociation peut être aussi un mécanisme de protection face à des situations vécues comme difficiles ou répétitives. Enfin, les organismes de santé rappellent que l'accès aux soins et à un suivi psychologique peuvent être inégaux en fonction des personnes. Et ça rend la question du coût invisible encore plus complexe, car il ne se limite pas à des effets immédiats, mais peut aussi s'inscrire dans la durée, notamment en cas de parcours marqué par la précarité ou la contrainte. Ce sont des dimensions silencieuses qui ne se voient pas dans les chiffres, mais qui représentent souvent l'un des aspects les plus lourds de ce système. Et en parlant de système, la prostitution a aussi un impact plus large sur la société, notamment sur la manière dont la représentation sur le corps et de la relation qu'on a avec lui-même. Dans les pays où l'activité est très visible ou fortement concentrée dans certaines zones, elle peut contribuer à normaliser l'idée d'un échange économique autour de l'intimité. Et ça alimente un débat sociétal important. La frontière entre la liberté individuelle et la marchandisation du corps. Et cette question, elle touche aussi beaucoup au rapport homme-femme. Plusieurs chercheurs en sociologie soulignent que la répétition et la visibilité de ce type de marché peuvent influencer les représentations sociales de la sexualité, en renforçant une logique de consommation dans un certain contexte. Bon, ça signifie pas un effet uniforme sur toute la société, mais plutôt une évolution des imaginaires et des normes dans un certain environnement spécifique. Et enfin, ce phénomène, il alimente aussi un débat politique et éthique plus large, celui de la place du corps dans une économie marchande. Certains y voient une forme de liberté individuelle, d'autres une forme de normalisation d'une inégalité structurelle. Les institutions européennes et organismes spécialisés insistent d'ailleurs sur la nécessité de réfléchir à des impacts sociaux au-delà de la seule dimension économique, car elle touche à des questions profondes de normes sociales, d'éducation
et de rapport à l'humain. J'avoue que j'ai été surpris par la tonne d'informations que j'ai pu apprendre lors de cette vidéo. Je partais à la base d'un principe simple, ça rapportait combien? La prostitution. Puis au fur et à mesure des recherches, j'ai vraiment remarqué que c'était l'arbre qui cachait la forêt. Une forêt qui, sur le plan économique, rapporte, mais à quel prix? J'avoue que sur ce sujet, j'ai un avis assez nuancé. Car à quoi bon interdire quelque chose qui sera voué à être répété malgré les interdictions? Par exemple, pendant la prohibition, l'alcool était interdit, pourtant il y a une consommation excessive d'alcool à ce moment-là. Exemple le plus récent, pendant le Covid, on pouvait pas sortir, en tout cas en France, et pourtant on arrivait quand même à aller n'importe où. Donc finalement, avec une réflexion un peu pragmatique et aussi un peu peinée, malheureusement, je me demande à titre personnel si on devrait pas encadrer plus le métier de la prostitution. En tout cas, moi j'aimerais bien avoir votre avis dans l'espace commentaire, donc n'hésitez pas à me dire votre positionnement. Vous pouvez être pour, vous pouvez être contre, mais évidemment avec tout le respect. Avec tout le respect. C'est tout pour moi, maintenant je vais filer à la salle Gymnasio. J'espère que la vidéo vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, mettre un commentaire, et puis nous on se dit à très vite. Adios les amigos.